Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va débriefer 3 nouveaux matchs de la Coupe du Monde. En tout cas, je suis super content de vous retrouver aujourd'hui après ce top match qu'on a eu entre l'Allemagne et la Côte d'Ivoire. On va également parler de Pays-Bas-Suède et enfin du très surprenant Équateur-Curaçao dans cette vidéo. Avant toute chose, n'oublie pas de t'abonner, de liker et de commenter et de partager cette vidéo à un de tes potes. Et nous sommes partis. Commençons dans l'ordre chronologique des matchs que j'ai regardés avec Pays-Bas-Suède qui se tenait à 19h. Et ce qu'on peut déjà dire sur les Pays-Bas, c'est que c'est vrai, dans la vidéo pronostic, on n'avait pas mis les Pays-Bas dans une bonne posture, c'est-à-dire qu'on avait trouvé des faiblesses comme quoi l'attaque était assez limitée, avec un 9 par exemple qui n'était pas forcément convaincant, à savoir Daniel Malen avant ce match-là. Bah là, tous nos doutes sont levés, pardon. Victoire 5-1 du coup contre la Suède. Très faible Suède, franchement. Euh, je savais au niveau de leur qualification qui était bizarre, fini dernier de leur groupe de qualification, mais qui passe grâce à la Ligue des Nations et qui bat du coup la Pologne au niveau des barrages de promotion. On s'est dit ouais, c'est une qualification un peu chanceuse, faut se le dire. Donc moi voilà, je les voyais pas de ouf, mais ils ont gagné 5-1 contre la Tunisie, donc je me suis dit ah, contre les Pays-Bas qui ont fait une performance mid contre le Japon, ça peut être un petit peu plus serré. Bah, pas du tout. Les Pays-Bas les ont explosés. Et du coup, comme on l'a dit, on avait des doutes du coup sur cette attaque-là. Mais Gakpo, Brobey, top duo. Franchement, c'était nickel les deux. Ils ont complètement assuré. Bah, les deux sont auteurs d'un doublé au final. Gakpo, c'est le Gakpo des grands tournois. C'est le Gakpo de la Coupe du Monde 2022 qu'on a retrouvé sur ce match qu'on n'avait pas vu contre le Japon. Dans ce registre-là, là j'ai adoré ses prises de balles à l'intérieur pour frapper. C'est vraiment sa spécialité. Mais maintenant, du coup, Malen m'a pas convaincu à droite. Hein, parce que voilà, vous le voyez au niveau des notes. Et l'entrée de Somerville bah, fait que de confirmer le talent déjà du joueur. Et pour moi, ne fait que confirmer que Coman doit mettre Christensen Somerville à avoir du coup un trio Gakpo, Somerville, Brobé. Ça fait pas rêver, mais dans l'idée ça marche. Avec un bon milieu, une défense très très solide. Bah, au final, ces Pays-Bas, qui n'étaient pas forcément on va dire, bien placé pour aller au-delà des huitièmes, ben, si demain les Pays-Bas affrontent le Maroc, ça peut être assez serré. Mais s'ils affrontent le Brésil, pour moi, ben, ça va être en sens unique pour les Pays-Bas. Et c'est une victoire. Et ouais, du coup, la Suède, c'est vraiment pas terrible. Je pense, je pense, au vu des autres résultats et tout de ce qu'on voit, ils vont quand même sortir du groupe parce qu'ils ont déjà 3 points. Et il y a d'autres meilleurs troisièmes qui sont seulement à 1 voire 2 points. Donc je pense qu'à terme, la Suède va pouvoir s'en sortir, mais ils vont pas aller plus loin que les 16e, sachant que ça pourrait être la France, selon les différents qualifiés. Mais à mon avis, la Suède, que j'attendais quand même mieux dans ce match-là. Voilà, du coup, pour ce match-là, qui était vraiment bien, j'ai mis une note de 7,5 à ce match-là. C'était cool, il y a eu des buts et tout. Un bon jeu produit, même si la Suède, c'était pas terrible. Franchement, très très satisfait par ces Pays-Bas. Ensuite, passons au second match et l'attraction principale de ce samedi. Il se déroulait à 22h ce match à Toronto, au Canada. Allemagne, Côte d'Ivoire. Quelle affiche c'était. Pour moi, la meilleure affiche de cette journée, celle que j'attendais le plus et celle qui a tenu ses promesses en réalité. Pas forcément un grand et énorme match de foot comme on a déjà vu à la Coupe du Monde ou même en Ligue des Champions, etc. Parce que déjà, bah, il n'y a pas eu plus de 3 buts dans ce match. Et parce qu'il y a eu certaines phases de jeu, on va dire, un petit peu plus ennuyantes, entre guillemets. Mais au final, bah, ça reste un très bon match. J'ai mis la note de 7,5. Donc ça prouve que c'est un bon match, même si des fois, il y a eu quand même des phases un petit peu moins intéressantes. Mais l'adversité proposée entre les deux équipes, bah, franchement, c'était nickel. C'était ce qu'on attendait d'un vrai match de mondial. Mais bon, voilà, on va surtout là partir, on va isoler les deux équipes. On va parler un petit peu des forces et faiblesses de chacun. Déjà, l'Allemagne, bah, qui en vrai, certes, subit l'ouverture du score. Du coup, on se dit quoi? On se dit, ok, la Côte d'Ivoire va faire la surprise ou pas? Et au final, ils reviennent et marquent même le but de la victoire dans le temps additionnel. Mais même si ce match serait terminé sur un match nul ou alors sur une victoire ivoirienne, je pense que mon constat aurait été le même pour cette équipe d'Allemagne, qui, gagnant ou perdante en vrai, ont fait un bon match. Parce que, ok, ils subissent l'ouverture du score, mais dans le jeu, c'est pas mal.
Il y a des très très bonnes phases. Je trouve qu'au milieu de terrain, ça dégage quelque chose. Nmecha, il est vraiment super bon. La défense, elle reste solide en vrai de manière générale. Elle a quand même subi pas mal d'assauts ivoiriens. Je trouve qu'en vrai, à certains moments, elle pourrait mieux faire. Mais dans l'idée, quand t'as Amad Diallo, Yann Diomandé sur les ailes, c'est difficile de faire mieux en vrai, des fois de défendre. Parce que sur le premier but, euh, quand Kimmich doit défendre déjà tout le match sur Yann Diomandé et que du coup, vers la fin de la première période, Yann Diomandé se retrouve à crocheter d'une facilité, mais c'est impressionnant. Genre le mec, t'as l'impression, il joue dans son jardin avec ses potes. Genre, il met un crochet, pas forcément tranchant, pas forcément percutant, mais d'une confiance et d'une sérénité impressionnante qu'il illumine instantanément Kimmich pour du coup servir de l'autre côté. Alors je sais plus qui loupe la première frappe, peut-être Amad Diallo je crois, et derrière du coup Kessié qui finit dans le but vide. Mais ce premier but, moi je me dis, ok, si la Côte d'Ivoire nous repropose d'autres actions de ce type, ça va être pas mal. Bon, sinon pour revenir un petit peu sur l'Allemagne, ben derrière ça rebondit bien parce que du coup la Côte d'Ivoire replie son jeu et du coup ça permet à l'Allemagne de se développer offensivement où il y a eu quand même pas mal de bons jeux proposés, beaucoup de frappes également bien arrêtées par Yaya Fofana. Mais dans l'ensemble, je trouve que l'Allemagne est franchement super intéressante et j'étais pas très haut dessus. Je pensais vraiment que cette nation allait voilà, faire une bonne phase de poule mais pas à ce point-là. Je pensais pas, on va dire déjà qu'ils mettent 7-1 Curaçao, ce qui est pas mal. Là, contre la Côte d'Ivoire, ok, ils gagnent que 2-1, ok, ils ont galéré, mais c'est parce que la Côte d'Ivoire était vraiment, vraiment très intéressante. Et qu'ils ont déjà un très gros groupe, parce que j'étais pas persuadé que l'Allemagne finisse premier. Parce que je pense que ça va être le cas là, en vrai, l'Équateur ont un peu de choc, on va en parler après. Mais du coup, ouais, cette Allemagne, j'étais pas au-dessus. On les avait mis perdantes face à la France en huitième. Et je continue toujours d'y croire que si la France joue contre l'Allemagne, je pense qu'on gagnera. Mais c'est vrai que cette Allemagne-là, ben, en soi, si elle ne rencontre pas par d'autres moyens la France, ça peut aller très loin, peut-être même en demi-finale. Car, quasiment sûr, demi, je sais pas, à voir. Mais j'étais très étonné. Puis l'Allemagne a surtout un potentiel sur le banc. Elle a des entrants qui sont super sympas. Leveling, c'est intéressant. Et forcément, du coup, bah, le meilleur super sub maintenant, du coup, de cette Coupe du Monde, on est obligé de le dire, statistiquement parlant, c'est plus Joan Manzambi, c'est Denis Sundav avec un doublé. Et donc, il a 3 buts et 2 passes D, ce qui fait de lui le joueur le plus décisif de la Coupe du Monde à l'heure actuelle. Et statistiquement, du coup, le meilleur joueur du mondial. Donc voilà. Et je pense que Kai Havertz, du coup, cédera sa place à une nave lors de la dernière rencontre. Et je pense que Nagelsmann fera tourner parce que, bon, je crois qu'il est. Oui, il est sûr d'avoir la première place. Parce que vu que l'Allemagne a gagné contre la Côte d'Ivoire et que la confrontation passe devant le goal average, bah, ça fait que l'Allemagne sera première. Et si nous on finit également premier de notre groupe, on jouera l'Allemagne en huitième. C'est ce qui se profile. Donc il va falloir vraiment être prêt pour ce huitième de finale. Et du coup, ouais, pour revenir un petit peu vite fait sur la petite faiblesse de l'Allemagne, je trouve que ça manque un peu de largeur. On a vu Nathaniel Brown qui a encore fait un plutôt bon match, je trouve, prendre l'espace. Mais ça manque de véritables ailiers à cette équipe. Leroy Sané, c'est pas ça. Et je pense que c'est là où l'équipe de France peut justement faire mal à cette équipe d'Allemagne. C'est que, en vrai, nos latéraux sont pas exceptionnels, mais ils ont pas à défendre sur un Yann Diomandé. Vous voyez ce que je veux dire? Ils ont pas à défendre sur un mec qui va te mettre une pointe de vitesse. Donc, ça reste assez intéressant, ça reste un avantage qu'il va falloir prendre. Et sinon, pour revenir sur la Côte d'Ivoire, bah, j'ai trouvé leur première période magnifique, franchement incroyable, au niveau dont je voyais la surprise de la Côte d'Ivoire. Par contre, la deuxième période, je trouve que ils sont trop regroupés derrière. C'est un petit peu dommage, parce que moi, j'ai trouvé bien dans ce jeu de on joue derrière, mais on explose devant. Là, ils ont trop joué derrière, mais ils ont plus explosé devant. Et c'est vraiment dommage, parce que je pense qu'ils auraient pu mettre le deuxième but. Et j'ai également envie de revenir aussi sur cette dernière action de la Côte d'Ivoire avec la bonne récupération de Fofana qui transmet à Nicolas Pepe qui fait un top sprint, qui met une très belle passe à comment il s'appelle, à Simon Adingra que vous voyez là justement sur l'image. Mais quel manqué!
Je pense que c'est vraiment... Je pense qu'il peut s'en vouloir déjà de une. C'est une erreur professionnelle. En vrai, pourquoi il contrôle, il veut dribbler, je sais pas quoi, alors tu sais que les mecs qui reviennent derrière. Pourquoi il frappe pas en une? C'est pas dit qui marque, ok. Mais ce soir, c'était pas non plus une Neuer Prime dans les cages. C'était Neuer, mais pas sa version Prime. Je pense que avec un minimum de lucidité, s'il frappe, au vu de sa position, moi je pense qu'il peut juste largement marquer et donner cette victoire à la Côte d'Ivoire, qui méritait en vrai de manière générale, mais on peut pas dire que c'est immérité pour l'Allemagne qui ont quand même bien joué de manière générale. Donc voilà, pour conclure du coup sur ce match, ben, c'était un très bon match, pas un excellent match. Je pense pas qu'aujourd'hui ce soit le meilleur match du mondial. Je continue de croire que ça reste Angleterre-Croatie. Mais franchement, j'ai trouvé les deux équipes super intéressantes et j'ai vraiment envie d'en voir plus au niveau des 16e de finale et des 8e du coup si la Côte d'Ivoire y parvient. Voilà du coup pour ce match et maintenant on passe au dernier. Et du coup on va finir avec ce match trop bizarre entre l'Équateur et le Curaçao. Cette nuit j'étais là, je m'endormais et tout, je me suis dit ok vas-y demain matin on va se faire Équateur-Curaçao en replay. On va se régaler, il va y avoir de l'intensité, des buts. Bah non, 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 il y a un mec là qui a décidé que non, en vrai, l'Équateur n'allait pas marquer un but. C'est quoi ce truc de fou? C'est-à-dire que là, le Curaçao marque leur premier point de l'histoire de la Coupe du Monde, genre historique, hein. Avant le mondial, je sais plus si on avait évoqué ça, mais il me semble que dans la vidéo pronostic, on avait dit que si Curaçao faisait un point, c'était un exploit. Ils l'ont fait contre mon équipe à suivre, ma surprise que j'ai depuis 6 mois à l'Équateur. Parce qu'il y a un mec dans les cages, déjà que j'ai mis 10, voilà, on voit les notes. Et l'œil Room qui a fait 17 arrêts, je crois. Non, 15 arrêts. Je sais plus exactement le nombre, j'ai arrêté de compter. J'ai même pas regardé les stats parce qu'un coup il y en a, il dit 25, un coup il y en a, il dit 10. Mais c'est quoi ce truc de fou? Le mec, il joue à Miami en D2 des États-Unis. C'est même pas MLS, c'est truc Championship en dessous là. C'est carrément le gars, il joue dans une équipe qui ne peut pas monter. Et il sort ça. Et il a les cojones, pardon, de sortir ce match-là. Donc évidemment, je lui ai mis 10 parce que du coup, il a établi un record. Et que du coup, par conséquent, c'est un match légendaire de sa part. En vrai, bon, il n'a pas fait l'arrêt du mondial non plus dans le match. Mais il les a tous sortis. Et je pense qu'on peut prononcer cette phrase-là pour l'Équateur. Ils auraient pu jouer 1 heure sans marquer, 2 heures sans marquer. Je sais pas si les quelques habitants de l'île de Curaçao, ils ont tous pacté ensemble pour, pour prendre 0 but après la teule de la semaine passée. Mais en tout cas, ça a très bien marché. Et quand j'ai vu que Angelo Preciado, le latéral de l'Atlético Mineiro, centre, ça touche la barre, j'ai dit ok, c'est fini. Le match se termine sur un score de 0-0. Merci à tous. Il y aurait pu avoir vraiment 15-20 minutes de temps additionnel, ça aurait été pareil. J'ai vu la barre, j'ai dit ok, c'est la goutte de trop. Moi, si j'étais équatorien, je, franchement, je vous aurais même pas fait de vidéo déjà de une. Parce que frapper autant de fois, avoir autant d'occasions sans marquer, c'est vraiment une dinguerie. Et si j'étais le coach de l'Équateur, même si j'étais invaincu depuis 2024, je crois que j'aurais laissé ma place à un autre coach spécialiste des attaquants pour aborder ce troisième match. Et justement, on en parlait du coup dans la vidéo des nations à suivre, où on avait dit que l'Équateur avait une faiblesse, c'était du coup leur attaque. Mais je pensais pas à ce point-là. Ouais, c'est inquiétant quand même, parce que ils ont des bons joueurs de ballon, ils ont des bons joueurs de percussion, mais à la finition, c'est atroce. Mais le pire, mais en fait, on peut se dire, ok, le gardien et tout, il a clutch, la défense du Curaçao, elle a clutch. Mais le pire, c'est que l'Équateur n'ont même pas eu une vraie occasion de but. Enfin, il n'y a pas un moment où je me dis, ok, bah là, ils doivent obligatoirement marquer. Enfin, par exemple, l'occasion de Simon Adingra, je l'ai trouvée plus dangereuse que la majorité des actions équatoriennes. Donc ça, c'est vraiment le 0-0 déjà le plus fun, je crois, de l'histoire de la Coupe du Monde. Un truc de fou. Et ouais, l'attraction forcément que vous voyez là du coup à l'écran. Et l'œil room qui va sans doute dépasser Vosigny en termes d'abonnés sur Insta. Ouais, c'est la Coupe du Monde, mesdames et messieurs. C'est pour ça qu'on aime bien le foot. Et c'est pour ça que j'étais autant hype pour le mondial. C'est pour voir ce genre de performance déjà historique de Curaçao de prendre un point. Et en plus d'un gardien qui a 36-37 ans, que personne ne connaît. Enfin, même moi des fois qui connais des joueurs un petit peu sombres, même lui, je savais même pas qu'il existait.
Et puis j'ai vu, il a pris 7 buts contre l'Allemagne et tout. À aucun moment tu dis le mec, ça va devenir une légende de ton pays. Ben si. Et ben franchement, Guillermo Ochoa, il a du souci à se faire parce que quand tu vois la perte de ce gars-là, je sais pas c'est lequel des deux qui va être le plus légendaire de l'histoire de la Coupe du Monde. Mais on est pas mal avec Vozinha. C'est pas mal. J'ai hâte de voir leur dernier match là, même le match de Vozinha. C'est un truc de fou. Ce mondial, vraiment, il est en train de vraiment partir dans une dimension qu'on ne peut pas imaginer. Mais c'est là justement que au bout de la deuxième journée, c'est déjà exceptionnel comme ça, mais qu'est-ce que ça va être dans 1, 2 semaines? C'est la question que je me pose. Voilà du coup pour ce petit débrief d'aujourd'hui, j'espère qu'il vous a plu, j'espère que ces matchs vous ont plu parce que franchement, on a eu de quoi. Demain du coup, on se retrouve pour Espagne-Arabie Saoudite, Belgique-Égypte et un match dans la nuit. J'hésite, peut-être il y a Cap-Vert-Uruguay. Bon, je verrai bien lequel je vais regarder en rediffusion demain matin. Mais voilà, du coup, n'hésitez pas à vous abonner, etc. Une fois, ça fait plaisir, etc. Que vous vous abonnez encore, que j'ai quelques vues qui sont assez sympathiques. Bon, un peu moins sur la dernière vidéo, mais je trouve que de manière générale, euh, on avance un petit peu et c'est ça qui est cool. Voilà, donc passez une bonne journée. Merci d'être là encore une fois. C'était KOL7. Ciao.